Bonjour à tous, c'est l'entretien de dimanche. Je vous sais très nombreux à nous recevoir et nous accepter chez vous et nous ne pouvons que pour commencer vous en remercier. Nous ferons aujourd'hui une lecture scientifique, lecture sociologique des soubresauts politiques de notre pays en nous attardant bien évidemment sur la dernière en date, l'élection, le processus électoral dernier. Et pour le faire ce matin, nous avons avec nous Jacques Aguiar-Daro. Avec lui, nous allons, comme je vous l'ai dit, survoler tous ces éléments-là de crise quand il s'agit de la politique chez nous, sociologue, enseignant-chercheur à la FACH, département en sociologie, anthropologie, c'est à l'UAC. Jacques Aguiar-Daro, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté les 90 minutes d'échange et de compagnie avec nos téléspectateurs et surtout de vous ouvrir à un débat qui, de plus en plus, n'est plus évident, le débat sur l'ambiance politique. Merci beaucoup. Je voudrais, c'est vrai que la présentation a été faite telle qu'elle doit être faite, mais il faut ajouter une précision. Oui, sociologue, d'abord à l'Université nationale d'agriculture et après à l'Université d'Abomey-Calavi. Voilà. C'est toujours bien de préciser oui. Ces éléments-là permettent effectivement de donner aux gens, on va dire, ce qui justifie votre présence ici chez nous. Votre regard, pour démarrer, regard global sur ce processus électoral-là en tant que sociologue. Merci beaucoup. Je crois que le processus que nous avions est un processus un peu marqué d'un certain nombre de changements structurels. Il faut le dire, c'est pas pour la première fois que nous faisons les élections dans l'agenda post-90, post-90. Donc au lendemain, n'est-ce pas, de l'avènement de la démocratie, nous avions connu plusieurs expériences. La preuve, c'est la 8e législature, mais il faut pas perdre de vue que elle paraît comme un processus assez spécial parce que il y a eu elle est dans un contexte un peu particulier. Ça, il faut le dire d'abord. Le contexte est un contexte de réforme. Et puisque c'est une élection qui naît dans un contexte de réforme, c'est normal que l'ombre des réformes ait plané sur le processus dans sa préparation, dans son organisation et au lendemain du processus. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est un processus qui est marqué par un environnement sous-régional assez spécifique, assez spécial, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le Bénin n'est pas seul, n'est-ce pas, dans la sous-région à se chercher dans la volonté de stabiliser le modèle politique. Donc, ça veut dire que les changements qui sont intervenus, n'est-ce pas, là où on a mis les curseurs, c'est certainement à des endroits où, dans la sous-région, et ces aspects constituent un peu des enjeux de stabilité de plusieurs pays de la sous-région, parce que quand on parle de recomposition de la classe politique, ça a toujours été quand même une préoccupation majeure. Beaucoup de pays ont pris par là et avec des destins différents, mais aussi avec des résultats, et chacun avec tout ce qu'il a comme héritage, comme ce qu'il a comme implication dans ça. Donc, il faut dire que dans la sous-région, nous sommes passés à une élection qui apparaissait comme un petit peu le Bénin qui veut tester un modèle, qui veut tester, n'est-ce pas, comment on l'a fait, n'est-ce pas, en 90. Donc, on avait le regard de la sous-région. Est-ce que ça va marcher? Ça va marcher. N'oubliez pas qu'il y a eu du tâtonnement là-dessus. On est passé d'abord à une tentative de révision de la Constitution. Les gens ont vu venir. Ça n'a pas pris. Ça c'est revenu une deuxième fois. Les gens ont vu ça n'a pas pris. Après, le système partisan a été voté. Un nouvel ordre a été installé. Donc, il n'y a que des pays qui sont dans une transition démocratique étaient tous en train de voir un peu qu'est-ce qui allait se passer. Donc, du coup, on vivait les élections au Bénin pour le Bénin, mais aussi pour la sous-région. Et parce qu'on vivait des élections pour nous et pour la sous-région, les enjeux n'étaient pas que nationaux, les enjeux étaient sous-régionaux, les enjeux étaient aussi internationaux. Donc, vous voyez que les acteurs à l'interne réfléchissaient non seulement pour l'histoire politique interne aussi, mais pour l'histoire de la politique au niveau régional. Voyez-vous ce qui est arrivé au Sénégal dans le cadre des élections. C'est
c'est dans la même période qu'on est passé aux élections. On venait fraîchement de gérer les élections sénégalaises qui ont laissé un peu de taches d'huile là-dessus. Donc, ça, c'est un deuxième élément. Il ne faut pas faire l'analyse béninoise des élections au Bénin. Il faut comprendre qu'on est monté quelque part, on est suivi de près et nous-mêmes, nous avions intégré. La preuve, ça n'a pas raté juste après les élections. On a repositionné le Bénin dans le monde, dans la sous-région, pour essayer de voir un petit peu comment on pouvait basculer. Ça veut dire quoi? Que il y a eu cette ambiance ou bien ce climat, n'est-ce pas, de géopolitique, ce climat de l'œil, n'est-ce pas, de l'environnement international sur ce qui allait se passer au Bénin. Donc, s'il n'y avait pas ça avant les élections, on n'aurait pas spontanément de ces genres de réactions. Ça, c'est un deuxième élément. Le deuxième élément, c'est une élection aussi quand même qui est née dans un contexte de transition. Dans un contexte de transition, quand nous parlons de transition, nous parlons de transition économique, nous parlons de transition politique, nous parlons de transition sociale, parce que vous avez senti une masse critique de jeunes qui voyaient venir, n'est-ce pas, un nouvel agenda, un nouveau schéma, un nouveau contexte, une nouvelle ouverture. Donc, les jeunes ont forcé, ils ont forcé jusqu'à un niveau donné. Donc, il faut dire que les acteurs aussi qui animaient aussi devaient surfer sur un petit peu des formes de bousculade d'une jeunesse qui forçait. Vous avez des jeunes, les femmes aussi. Oui, j'en viens là. Il y a eu un courant, n'est-ce pas, qui soutenait une participation accrue de la gente féminine dans la chose politique. Donc, celles-là aussi se sont positionnées. Et vous n'oubliez pas qu'on a commencé d'abord par un projet de révision de la Constitution qui apportait, n'est-ce pas, un curseur ou bien qui militait en faveur d'une meilleure représentativité de la gente féminine. On venait fraîchement d'échouer avec ça, on est rentré dans l'agenda politique, donc il fallait rattraper ça. Donc il y avait aussi ces femmes aussi qui bousculaient. Après, autre contexte, c'est un peu, les contextes ne sont pas les mêmes. On a vécu un contexte où la société civile, certainement, elle a eu un peu de difficultés par rapport aux élections antécédentes. Parce que si on fait l'analyse sans prendre en compte un petit peu ces instruments sociaux, ces supports sociaux, ces acteurs, n'est-ce pas, directs ou indirects ou symboliques, qui ont accompagné le processus électoral de 90 jusqu'à aujourd'hui, on peut se tromper. Ce n'est pas évident que les armes avec lesquelles la société civile a accompagné les élections passées soient les mêmes que celles que nous venons de vivre. On sent qu'il y a eu un peu de difficulté, n'est-ce pas, à être à la hauteur pour une raison ou pour une autre. Donc, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de paramètres qui ont, n'est-ce pas, qui se sont rencontrés et qui ont établi quand même un climat électoral assez particulier et qui après aussi ont généré ce que nous avions devant nous. Alors, vous avez parlé d'éléments, vous avez parlé d'enjeux au niveau national, sous-régional et même international. Est-ce que, au vu de ces enjeux-là, le Bénin a osé, on va dire, gros? Est-ce que le Bénin a gardé cette place de lead qu'on connaît en matière de réforme au niveau sous-régional et même africain? Peut-être c'est trop tôt, n'est-ce pas, de tirer les conclusions, mais on peut déjà commencer par opiner, n'est-ce pas? Et parce que, vous savez, en règle générale, les changements qualitatifs interviennent à partir de deux paramètres essentiels. Le premier paramètre, c'est la rupture. C'est-à-dire que la volonté, le désir, l'engagement à rompre. Vous savez, dans l'analyse du développement, on dit souvent qu'il y a deux étapes majeures, l'étape de la rupture et l'étape de l'accumulation des richesses. Donc, on parle de l'étape de rupture pour dire qu'on a pris conscience d'une situation antécédente qui était gênante, qui n'était pas fructueuse et qu'il faut sortir de ça parce qu'on a vu autre chose de mieux, on a vu ailleurs, on a vu d'autres perspectives. Sur ça, on peut dire que le Bénin a osé, sur ça, on peut dire que le Bénin a fait le pas parce que déjà le fait d'être parvenu à voter, n'est-ce pas, une nouvelle loi sur le système partisan, le Bénin, la charte des partis politiques, le Bénin a fait le pas que beaucoup ne sont pas parvenus à faire. Donc ça, il faut le dire. Après, le fait d'être parvenu dans ce contexte-là, n'est-ce pas, à ne pas fragiliser l'agenda électoral, parce que
on pouvait avoir des reports inédits d'élections. Voilà, donc on a réussi à organiser les élections à bonne date. Ça aussi, c'est une marque. Donc il y a au moins 2 acquis. On peut dire déjà qu'on a 2 acquis. On a une nouvelle loi sur le système partisan qui donne une configuration beaucoup plus structurée, mais qui laisse beaucoup plus d'espace à la politique, n'est-ce pas, de s'exprimer dans ses formes les plus crédibles, dans ses formes les plus efficaces. Parce que, vous savez, le dialogue politique joue aussi sur l'efficience, les questions d'efficience. Et vous savez, quand le paysage n'est pas suffisamment harmonisé, il est difficile. Même vous-même qui êtes là, journaliste politique, c'est sûr que quand l'environnement politique n'est pas suffisamment cohérent, suffisamment harmonisé, suffisamment structuré, vous allez vous embrouiller. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on a réussi ça. Ça, c'est un pari, il faut le dire. Après, on a réussi à aller aux élections à la bonne date. Ça, c'est un pari. Maintenant, comment on gère un petit peu, vous savez, quand vous êtes dans une crise de maturité, crise de croissance, vous réussissez à croître, à grandir, mais après, il faut gérer un petit peu cette crise-là. Donc, on est actuellement, et c'est normal que pour être puisqu'il y avait 2 schémas possibles, soit on ne parvient pas et on règle tout, ou on parvient et on règle les imperfections. Peut-être qu'on est dans ce 2e schéma-là. On a fait le plus difficile. Maintenant, après, il faut s'asseoir pour dire comment on récupère. Donc, je crois que beaucoup, quand même, doivent pouvoir se dire que le Bénin a lancé un signal qu'il est possible de restructurer un petit peu l'activité politique. Il est possible. Vous voyez un peu, il suffit de voir un peu la configuration de l'Assemblée qui est là. Vous avez vu, il y a beaucoup d'anciens qu'on n'a plus retrouvés. Vous avez vu, quand on a installé la nouvelle législature, on a voulu parler de l'élection du bureau. Et quand le premier, et je crois que ça doit être le ministre Saka Lafia qui a demandé un report, et le président Jean-Michel Abimbola a dit qu'il faut aller vite. Il faut aller vite. Et ils ont dit, on va se retrouver. À 2, ils se sont retrouvés, ils sont revenus. Imaginez-vous si c'était à 5, 6, 7, 8, certainement qu'ils vont rentrer dans les coulisses. Ils vont prendre du temps. Donc, je crois que on a lancé un signal qu'un pays qui veut avancer, un pays qui est en difficulté, doit pouvoir prendre son destin en main. Maintenant, après, il faut gérer, n'est-ce pas, et les externalités, il faut gérer les implications. Toute croissance difficile entretient des difficultés qu'il faut gérer par la suite. Il faut être mature pour passer, mais il faut aussi être mature pour gérer. Et je crois qu'on est à l'épreuve de cette nouvelle forme d'expression de notre maturité à gérer nos incompréhensions, à gérer nos contradictions, à gérer nos difficultés. Comme un service après-vente, après ce bond-là. Alors, quand on a décidé effectivement de toucher à la charte des partis politiques, qu'on y est d'ailleurs arrivé, qu'on est parvenu à le faire, et que vous avez, vous, de votre position d'analyste, chercheur, sociologue, projeté des élections avec ce nouvel outil-là, est-ce à dire que vous avez déjà anticipé sur ces difficultés? Oui, on voyait venir ces difficultés parce que la cartographie, n'est-ce pas, des acteurs politiques, des chapelles politiques était tout à fait autre. Ce n'était pas vraiment on n'était pas dans un schéma aussi fermé comme celui-là. Vous savez qu'on a longuement théorisé sur ce qu'on peut appeler à la limite le principe du fils du terroir. On a longuement théorisé sur ça. Donc, c'est normal que, en sociologue, nous voyons déjà que est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers un glissement, n'est-ce pas, d'une expression politique sous fond de fils du terroir à une expression politique sous fond d'idéologie politique. C'est tout à fait 2 chapelles, 2 couloirs séparés. Je vote pour mon frère. Maintenant, je dois voter pour celui qui a un système, qui a un discours politique, qui a une idéologie politique un peu. Donc, c'est normal qu'on voit venir que il n'est pas évident que de façon si facile que ça, n'est-ce pas, que un village, un quartier, une circonscription électorale soit obligé de composer avec un parti qui a une forte assise nationale et une faible assise dans sa
circonscriptions. Vous voyez un peu, il y a des partis, quand vous prenez le parti républicain, là maintenant, vous voyez que il y a une certaine forme d'équilibre géopolitique dans la sous-région, alors que au niveau national, alors qu'on était habitué à dire c'est le parti des autres, c'est notre parti, c'est le candidat des autres, c'est notre candidat. Avant, pour les législatives, on faisait des positionnements pour couvrir le nombre de candidatures demandées. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Quand vous voyez un peu l'Union progressiste qui passe comme le premier parti politique aujourd'hui sorti des élections, mais il y a des bastions autour desquels, ou bien au niveau desquels ce n'était pas évident du tout. Donc, c'est difficile de voir ça. Deuxième chose, sociologiquement aussi, on voyait, puisque vous savez, l'acte de vote, c'est une construction, c'est une expression identitaire, c'est une revendication d'espace, c'est une certaine manière pour les peuples, les populations de dire « nous voici et voilà le nôtre ». Donc, aujourd'hui, on ne leur a pas donné cette occasion-là. On leur a pas, parce qu'il y a des gens qui ont voté et vous voyez, si on était passé vraiment aux 10%, n'est-ce pas, tel que c'était avancé, si on avait toute la configuration pour ça, imaginez que des gens allaient voter massivement pour quelqu'un, mais qui n'aura pas sa place à l'Assemblée nationale. Les incompréhensions seraient plus fortes. Donc c'est pour dire que on voyait venir un petit peu un changement, une nouvelle culture politique et qui allait entrer en conflit avec une culture que nous avions entretenue sur de longues années. Maintenant, après aussi, on voyait venir que, et vous savez, avant c'était des partis construits sur des individus. Tout à fait. Donc il y a un leader quelque part qui a toute une industrie politique qui l'entretient et qui le nourrit. Aujourd'hui, le glissement fait que ce n'est pas évident qu'on continue d'observer cette pratique, alors que cette pratique alimentait des jeunes, alimentait des entreprises, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont autour d'une personne, dans l'espoir qu'il va avoir une position politique majeure. Vous savez, aujourd'hui, il y a des acteurs politiques de grande notoriété qui, mis dans le grand ensemble, ne valent rien. Est-ce que vous voyez un peu? Ouais. Alors que dans les schémas antécédents, il sait que pour cette circonscription électorale, c'est lui. Et pour les intérêts de cette circonscription, c'est lui. Et il avait une parole parce que son seul, n'est-ce pas, vote à l'Assemblée nationale pour une loi compte. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, ça veut dire qu'il y a toute une... à la limite, tout un ensemble d'acteurs qui ont vu un peu fragiliser les supports sur lesquels ils construisaient eux-mêmes leur propre vécu politique. Maintenant, après ça, il faut voir un peu le système partisan qui tente, n'est-ce pas, de réorganiser la démocratie à l'interne des partis politiques. Là encore, c'est un nouvel enjeu. Aujourd'hui, vous voyez un petit peu, vous avez 2 groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, alors qu'on pouvait en avoir plusieurs. Et en avoir plusieurs, c'est avoir plusieurs parcelles de pouvoir. Donc, on a rétréci, on a restructuré un peu. Après, c'est combien 13 personnes peuvent s'entendre pour avoir une position aussi facilement. Mais après, si c'est 37 personnes, si c'est 41 personnes qui doivent s'entendre, ce n'est pas aussi compliqué, c'est pas aussi facile que ça. Donc, il y a assez de changements. Nous ne sommes qu'au premier niveau de changement, ce que nous voyons en termes de système qu'on a mis en place, en termes d'élections à bonne date, mais après, comment on éduque chaque acteur politique à la nouvelle culture politique, c'est un problème. Comment on éduque la population? Ceux qui ont voté hier, ils ont certainement voté aussi en étant en cheval entre l'ancienne configuration et la nouvelle configuration. Maintenant que les députés sont installés et qu'il se rendra compte que son député, entre griffes de chez lui, n'est pas le maître à penser du parti politique. Ça pose un problème puisque avant il avait un parti politique. Je suis Rassemblement National du Bénin et c'est ça, Rassemblement National pour le Développement, RND. C'est ça et c'est ça que je connais le leader Arimbola. Je travaille avec lui. Aujourd'hui, il va dire je n'ai pas le dernier mot. Il n'a plus de président, il n'a plus de parti. Voilà, tout et tout. On est dans un ensemble. Du coup, ce n'est pas évident que l'électeur qui est au bas niveau de l'échelle comprenne qu'aujourd'hui, et que son leader n'est plus en mesure aujourd'hui de porter systématiquement ce qu'il demande parce qu'il faut mettre ça
sur la table avec d'autres. Ce n'est pas facile. On va prendre des années pour rentrer. Quand nous disons les grandes démocraties, il faut voir leur passé, il faut voir leur histoire. Ils ont construit ça avec le temps. Vous savez, il y a des partis qui ont existé depuis il y a des partis qui sont à la limite une religion, n'est-ce pas, dans notre pays. Vous savez que tout ce qui a caractère religieux est forcément conservé, entretenu, tout et tout. Mais aujourd'hui, c'est difficile pour des gens d'oublier un petit peu cette famille politique avec laquelle, vous savez, en sociologie, on dit souvent, quand le groupe est restreint, la communication est rapide, les décisions se prennent rapidement, mais quand le groupe est complexe, ça devient difficile. Donc, ça veut dire quoi? Que des gens peuvent passer toute une législature sans avoir eu la chance de parler aux responsables de leur parti politique. Ça, c'est une nouvelle pratique. Donc, j'ose croire que très vite, nous allons comprendre au Bénin que c'est un tournant. Il faut vite fermer cette page-là et établir. Parce que le risque qu'il y a là, c'est quoi? C'est de construire des habitudes politiques, des habitudes partisanes, des habitudes sociales, des habitudes, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, dans un système qui n'est plus, qui n'existe plus. Donc, les gens doivent comprendre que le plus dur commence peut-être sous le format de comment on arrive maintenant à réorganiser nos rapports à la politique, nos rapports aux intérêts politiques, nos rapports au pouvoir, nos rapports aux négociations gouvernementales sous le nouveau schéma. Et je crois que ce n'est pas chose facile. Et j'espère vivement que chacun jouera sa partition pour que on n'est pas seulement un instrument politique, mais aussi on est un instrument de développement. Parce qu'on n'est pas seulement une architecture politique, mais qu'on est une architecture de développement. Parce que l'imbrication, le fait que la réalité politique soit vécue, internalisée, acceptée et connue des populations est un point fort. Vous savez, il y a ce qu'on appelle un peu la culture politique. Vous voyez un peu les États-Unis, vous savez, ou même le Nigeria, les pays qui ont des États et après qui ont une fédération. Chacun, là où il est, a une culture politique de l'État dans lequel il est. Donc aujourd'hui, on a besoin que les gens aient une culture politique progressiste, une culture politique de type libéralisme à visage humain. Mais pour l'avoir, il faut créer un petit peu le discours qui va avec. Il faut créer les instruments de rééducation, de resocialisation, tout et tout, pour que d'ici là, les gens puissent commencer par s'identifier à ça. Les journalistes, on en aura qui vont être spécialisés dans les blocs. Tout à fait. Qu'on le veuille ou non, il y aura des journalistes spécialisés dans l'analyse du libéralisme politique, économique, tout et tout. Donc, les courants vont naître à l'université. Il y aura des penseurs du libéralisme à visage humain type béninois, les penseurs du socialisme, en tout cas à visage béninois. Donc, il y a beaucoup d'autres chantiers. Donc, qui nous attendent. Ce n'est pas parce qu'on a une nouvelle architecture que tout de suite on a le développement devant nous. C'est pourquoi il ne faut pas perdre du temps. Voilà. Alors, avant de revenir à cette projection-là que vous faites, nous allons quand même un peu nous attarder sur les postures des uns et des autres au cours de ce processus électoral-là, à commencer par les oppositions. Dire opposition parce que, finalement, oui, elles sont plurielles. Leur posture, leur positionnement dans ce processus-là, votre appréciation? Oui, il faut comprendre que les changements sont douloureux. C'est normal. Et les changements font le lit des contradictions. Et surtout quand il s'agit de changements plus ou moins radicaux, structurels, institutionnels, et qui touchent aussi à des carrières politiques, et qui touchent aussi à l'idéal de développement. Il ne faut pas croire que ça allait être si facile que ça. Non, pas du tout. Vous savez, comme on l'a dit, les luttes politiques constituent à la limite des phases assez sensibles dans la vie des sociétés. Ça peut prendre du temps avant qu'on y arrive ou ça peut prendre du temps après. Vous savez, parfois vous avez un malade, vous le mettez sous un traitement. Mais après, il faut qu'il gère les effets du traitement. Je ne sais pas si vous êtes jamais arrivé de prendre un médicament et on vous dit que votre mal est guéri. Mais après, on dit que le médicament a des, comment on dit,
a des effets secondaires. On est dans les effets secondaires. Il ne faut pas perdre de vue. Et les effets secondaires font partie intégrante donc, de toute l'enveloppe du changement structurel. C'est comme quelqu'un qui fume beaucoup. Alors, vous lui demandez que la cigarette tue, il faut qu'il arrête de fumer. Il dit oui, il arrête de fumer. Maintenant, demain matin, c'est le dernier jour, c'est sa dernière cigarette. Le lendemain, c'est l'inconnu. Il ne sait plus ce que ça va devenir demain. Donc, tous ceux qui ont vécu un changement de cap savent que quitter une situation donnée à une situation dans l'inconnu, c'est compliqué. C'est pourquoi il y a des théories de changement. Il y a des théories qui accompagnent, n'est-ce pas, le changement. Et cette théorie, généralement, c'est quoi? Il faut accompagner le changement du comportement. Ça veut dire quoi? Ces oppositions que nous avions aujourd'hui, il faut mettre en place un dispositif qui accompagne et opposants et partis accompagnant l'action du gouvernement à traverser le pont. Vous savez, le système partisan, les élections qu'on vient de passer, on peut essayer de caricaturer ça comme un pont. Donc vous êtes à un niveau du pont, à un niveau de la route, là vous voulez traverser, vous voulez venir à l'autre village, mais il faut passer par un pont. Et vous savez bien que quand vous montez sur un pont, vous avez deux choses qui vous viennent à la tête. Je continue ou je reviens derrière. Parce que vous savez qu'au beau milieu du pont, il y a une peur terrible qui vient. Je ne sais pas si vous n'êtes jamais arrivé de marcher sur un pont et de vouloir traverser sur une longue durée. Donc, au beau milieu, vous avez peur parce que ça commence par être fragile. Il y a des intérêts, il y a des enjeux, il y a des habitudes qui commencent par vous rentrer dans le registre de votre passé. Et vous ne savez pas tout ce qui est réservé, tout ce que l'autre côté vous réserve. Mais le risque, c'est que vous êtes sur le pont. Mais le plus important aujourd'hui, c'est qu'il faut garder la main des gens à traverser le pont. Et je crois qu'une fois qu'on a fini les élections, il faut garder les mains à chaque acteur pour l'aider à traverser le pont. Et c'est cet exercice qu'il faut faire. Parce que si on ne le fait pas, sur un pont, il y a un grand risque. C'est que vous tombez sur le pont. Et quand vous tombez, c'est la noyade. Quand vous tombez. Donc, à l'heure actuelle, il faut avoir plus d'attention à gérer. Les positions qu'on a aujourd'hui sont des positions de réaction. C'est des positions normales. Ce sont des réactions normales, mais ça alerte un petit peu l'absence d'acteurs pour pouvoir accompagner le changement. Et même vous-même, quand vous faites changer de comportement, vous hésitez, même si vous savez que cette thérapie est bonne pour vous, vous hésitez, mais s'il n'y a personne pour vous tenir la main. Moi, je crois qu'il ne faut pas croire que les positions actuelles des opposants sont des positions pour tout noyer, mais c'est une manière de dire qu'il faut nous tenir la main pour qu'on fasse le chemin. Il ne faut pas nous lâcher, il ne faut pas nous abandonner parce qu'on fait partie intégrante de la réalité politique. Donc, moi, je crois que le Bénin est sous un traitement. Le traitement s'est fait, la posologie est là, on a administré la posologie, il y a des effets secondaires qui sont là, mais il y a aussi qu'un bon médecin, ce n'est pas celui qui fait la posologie et qui tourne dos au patient, mais celui qui accompagne le patient à rentrer dans le nouvel ordre, dans le nouveau modèle. Le nouvel ordre social dans les autres pays, ça a été la même chose. Hein. Tout le monde sait que pour qu'on ait aujourd'hui une certaine bipolarisation des courants politiques, il a fallu ce qu'on a appelé la réflexion politique, il y a eu ce qu'on a appelé la crise d'État, il y a eu ce qu'on a appelé la remise en cause du pouvoir d'État. Donc, les théoriciens ont réfléchi, les journalistes ont réfléchi, les économistes ont réfléchi, et les sociologues ont réfléchi, les politologues ont réfléchi, chacun a réfléchi. Donc, aujourd'hui, on a besoin que mouvanciers et opposants soient accompagnés par des réflexions et des accompagnements. Je crois qu'on va pouvoir s'en sortir. C'est une question de temps. Alors, est-ce que finalement, quand vous dites il faut une main pour accompagner la traversée du pont, ce n'est pas semblable à ce que le chef de l'État, quand il dit « je tends ma main à tout le monde pour un dialogue notamment politique ». Oui. Maintenant, la question qui reste posée est de savoir un petit peu, est-ce que, puisque un malade, ce n'est pas seulement le traitant, le médecin traitant qui est important, c'est le rapport qu'il entretient avec ce médecin traitant. Vous allez voir que les gardes malades, vous connaissez un peu la logique des gardes malades. Aucun malade ne veut être gardé par celui qui n'a pas envie d'écouter. Est-ce que vous voyez un peu ce que je dis? Donc, c'est pour dire qu'il faut d'abord que le malade comprenne que ce garde malade-là est important pour lui. Donc, la position du chef de l'État dit que, bon, je tends la main, c'est la position de toute personne qui a un malade autour de lui. Il dit, je tends la main au malade, je vais. Maintenant, il faut que le malade
retrouve d'abord toutes les bonnes raisons de se faire accompagner. Je ne sais pas si vous avez jamais vu, il vous est jamais arrivé de voir des malades refuser certains médecins, dire je préfère celui-là, je préfère. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Donc, la méthode du chef d'État seul ne suffit pas pour obtenir la réponse. Il faut que d'autres personnes emmènent les autres acteurs à comprendre l'intérêt pour eux de prendre cette main tendue. Ce n'est pas systématique. Ce n'est pas systématique. C'est pourquoi j'insiste encore sur le fait qu'il faut accompagner le patient. Il faut aider le patient. D'autres personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acteurs eux-mêmes, certainement, et au-delà d'une volonté du chef de l'État, ont des compromis, c'est sûr. Il ne faut pas hésiter, n'est-ce pas, à mettre le curseur sur un certain nombre de concepts, de mots, de problématiques. C'est sûr qu'il y a des compromis autour de ce qui se passe. Les compromis peuvent être des compromis au nom de la nation, des compromis au nom des chapelles, des compromis au plan de... Donc, je surfe beaucoup plus sur une action de médiation. Une action de médiation parce que... Et si le chef de l'État était dans une position externe, dans ce qui se passe, on peut comprendre, mais c'est les acteurs tentent à le mettre dans un petit peu le jeu de la contradiction. C'est ça qui est difficile. J'ai toujours dit ici que, toujours dit là où j'ai la possibilité de donner mon opinion de sociologue, c'est une chose que une divinité, quand vous l'avez et que vous ne lui conférez pas toutes les charges qu'il faut, il est impossible pour vous de vous agenouiller devant cette divinité-là. Il est impossible pour vous de croire qu'elle peut vous apporter quelque chose de plus. Donc, on ne peut pas avoir sa propre divinité et l'altérer. Ça veut dire quoi? Que et ce n'est pas... ce sont les éléments de charge qui donnent la possibilité à quelqu'un d'être la solution à un problème. Ça veut dire quoi? Que le chef d'État en tant qu'institution devait pouvoir bénéficier de tout le contenu qu'il lui faut pour assumer, pour que sa main tendue soit systématiquement reçue. Mais nous avons passé tout le temps à décrédibiliser nos chefs de l'État. À décharger nos chefs. Nous avons passé tout le temps à remettre en cause la crédibilité du chef. Nous avons passé tout le temps à nier un petit peu l'intérêt qu'on peut avoir pour son pouvoir. On l'a fait pour la Cour constitutionnelle, on l'a fait pour la Sénat, on l'a fait pour le chef d'État, on l'a fait pour la société civile, on l'a fait pour le médiateur. Donc, tout ce qui pouvait constituer une ressource pour sortir de crise, on a passé tout le temps progressivement à les descendre, à les fragiliser. Donc du coup, avons-nous un chef d'État qui bénéficie, ou bien qui bénéficie de toute la charge que la Constitution lui donne pour mener la discussion? Malheureusement, non. Ça veut dire quoi? Que si nous voulons vraiment sortir de crise, de cette crise, en griffe, s'il faut l'appeler crise, il faut que nous commençons par reconnaître un petit peu à chaque acteur, n'est-ce pas, les charges qu'il faut pour réussir. Vous savez, quand vous avez un problème au village et qu'on dit qu'on ira à la cour royale pour régler, c'est parce qu'on a conféré au roi ou au Vigan ou à la Taïnon, à tout ce qui a des responsabilités suffisamment forte et un crédit social, un crédit politique qui lui permet de nous appeler, de nous unir. Mais si vous déchargez votre chef et vous lui demandez maintenant d'écouter, ça ne peut pas aller. Mais justement, quand il s'agit de nous, citoyens lambda, vous, chercheurs universitaires ou autres, les institutions ont toutes leurs charges, ont suivi d'ailleurs la rigueur à la fois des lois et des institutions. Mais pourquoi est-ce que les acteurs eux-mêmes, qui étaient normalement les premiers à enseigner le respect de ces charges-là, les ont déchargées? Comment est-ce que sociologiquement ça peut s'expliquer? Est-ce que ce n'est pas, on va dire, des caprices politiques? En fait, il y a deux choses essentielles. Il y a d'abord l'hyperpolitisation des espaces. Ça veut dire quoi? Que même ce qui est sacré, on veut y mettre du politique. Ouais, un peu, et parfois même nos dignitaires, on a voulu surfer sur le terrain politique dans leur manière de gérer leur espace, et un espace sacré, espace traditionnel. Donc, il y a cette tendance à étendre le champ politique et à créer une emprise politique sur tout. C'est difficile parce que quand vous le faites, vous ne voyez plus le chef de l'État, mais vous voyez un politicien.
Vous ne voyez plus un président de la Cour constitutionnelle, mais vous voyez un adversaire politique. Vous ne voyez plus le médiateur, mais vous voyez un politicien. Donc, derrière chaque institution, on voit une ressource politique. Cette confusion, ce qu'on peut appeler une crise de référence, une crise de repère, entretient systématiquement une fragilisation de ces instruments. Alors que la Constitution les a établis parce qu'on sait qu'à des moments donnés, on aura besoin d'eux. C'est pour ça, il n'y a rien qui soit créé, on parle du principe d'utilité fonctionnelle. Chaque chose est créée parce qu'elle est utile pour répondre à une fonction spécifique. Et une fonction, ça suppose un besoin. Maintenant, quand le besoin s'annonce et qu'entre-temps, vous avez fragilisé un petit peu la force de frappe d'une institution, c'est une erreur grave quand même de vouloir mettre de la politique dans tout et même d'être amené parfois à décrédibiliser l'acteur suprême que la loi a établi, la Constitution a établi comme le chef de l'État. Et maintenant, aujourd'hui, il fait une main tendue et il faut maintenant qu'on cherche encore à entretenir d'autres discours autour de la main tendue. Ça, c'est un premier. Deuxième élément, c'est la culture béninoise. Vous savez, le Bénin est un pays de suspicion. Il ne faut pas perdre ça de vue. Nous sommes dans une société de suspicion. Vous et moi, on est en train de parler ici, tout va bien, mais c'est tellement que dans votre tête, vous vous dites, bon, est-ce qu'il n'y a pas une coloration politique dans ce qu'il dit? Bon, est-ce qu'il est suffisamment clair? Est-ce que... Le Béninois a toujours des suspicions, même dans la famille, même avec son frère, même avec sa soeur, même avec son... Il y a toujours quelque chose derrière. Il y a toujours de la suspicion. On est très suspicieux. Donc, du coup, parce qu'on a cette dose de suspicion qui fonctionne en nous, le dialogue est difficile. La médiation est difficile, la confiance est difficile. Alors que le dialogue, la médiation sont des éléments importants pour sortir. C'est comme un malade qui a créé les moyens d'inefficacité du médicament qu'on veut lui, qui lui est réservé. Il ne peut jamais guérir. On te dit que si tu es malade de si tu souffres de telle chose, voilà le produit, mais ce produit ne va pas avec telle chose. Mais c'est cette chose-là que tu entretiens en toi et que tu veux que le produit ne marchera pas. Il faut une certaine... Et c'est ça qui entretient une certaine hypocrisie sociale. Vous allez voir que c'est très généralisé. Vous voyez un peu, vous voyez des gens qui disent toute chose qui est contraire à ce qu'ils pensent à l'intérieur. Et ça nous ressemble d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est pas pour rien que dans nos traditions, il y a des éléments, c'est-à-dire on a beaucoup joué sur le sacré pour emmener les gens à ce que la suspicion ne prenne pas le pas sur le bien collectif, sur l'intérêt collectif. Parce qu'on sait qu'on ne va pas se comprendre, mais on sait qu'il y a quelque chose là qui nous unit et qui nous oblige à nous entendre. Ça, c'est ce qu'on appelle le sacré. Ça, c'est notre constitution. Ça, c'est la loi. Ça, ce sont les règlements. Ça, c'est l'institution chef d'État. Vous voyez un peu? Donc, on a malheureusement la dose de sacralité qu'il y a autour de ces choses dans nos traditions n'a pas été reportée dans le système politique. Aujourd'hui, un peu, vous avez beau avoir des difficultés avec le roi qui est là, mais vous ne pouvez pas dire ce que vous avez envie de dire sur un roi. C'est pas possible. Vous avez beau remettre en cause un certain nombre de choses à la cour royale, mais il y a ce que vous ne pouvez pas dire. Mais dans le jeu démocratique que nous avions aujourd'hui, où ça rime un petit peu, n'est-ce pas, à une certaine chosification des choses sacrées, et c'est normal qu'on soit individu. Donc il y a ces trois éléments-là. Il y a d'abord l'hyperpolitisation des individus et de leurs responsabilités. Il y a cette suspicion qui est très forte. Il y a cette remise, chacun doute de l'autre, de la bonne foi de l'autre. Même si l'autre est sincère, on n'est pas sûr de ça. Et après, il y a cette hypocrisie avec laquelle nous entraînons les choses un peu sérieuses. Vous savez, un petit peu, dans l'expérience qu'on a vue avec les élections, l'une des difficultés majeures qu'on a eues dans ces élections, c'est que quand deux acteurs se parlent, ils s'entendent, mais après, il faut qu'ils aillent rendre compte. Et dans leur démarche de compte rendu, ils peuvent revenir sur ce qu'ils ont dit. En fait, c'est un peu ça. C'est pour dire quoi que il y a une sorte de... Je ne parlerai pas de satellisation, n'est-ce pas, des espaces de discussion, des négociations, mais c'est comme si... Et même quand je te dis, va me représenter, je ne suis pas sûr, je ne suis pas confiant que tu puisses t'en sortir. Donc, je garde encore en main une arme, des outils. Ce qui fait que tu n'as pas toute la légitimité pour discuter. Tu n'as pas toute la force pour décider. Et quand tu décides, tu dois revenir. On ne peut jamais s'en sortir. Pourquoi il dit qu'il faut qu'on accepte de nous resocialiser, de refaire notre éducation pour la chose politique, pour que la politique soit plus
suffisamment professionnels si nous voulons nous en sortir. Et les élections là nous ont montré un petit peu l'état de nos habitudes, de nos pratiques, et aussi le déficit de maturité, n'est-ce pas, de notre classe politique. Mais ça, il va de soi. Une société découvre ses insuffisances. À l'âge de la maturité, elle rencontre des difficultés. Vous savez, un peu, c'est comme un enfant qui vient à l'âge de la puberté. Bon, c'est une période sensible. C'est comme si nous sommes un peu à l'étape pubertaire, n'est-ce pas, de notre histoire politique. Il faut comprendre que les virages sont difficiles, mais après, il faut avoir la tête reposée. Il faut accepter positivement les choses qui tournent mal et se dire qu'on a plus à gagner devant que derrière. Alors, sauf que là, quand vous avez parlé des oppositions, vous avez utilisé une image qui est plus proche en réalité de la chose, c'est le pont. Il y va quand même, traverser le pont, il va de la survie, même de celui à qui on porte secours. Est-ce que ne pas prendre la main tendue et c'est mieux dans cette surcharge-là de suspicion? Est-ce que ça ne finira pas par noyer l'opposition ou les oppositions? Effectivement, il y a ce risque-là parce que, vous savez, on devait pouvoir apprendre des étapes antécédentes. Il y a eu une étape où on pouvait sortir de la situation. On a refusé la main tendue du président de l'Assemblée nationale. On a refusé d'abord le rôle. On a dénié au président de l'Assemblée sa capacité, n'est-ce pas? Vous parlez de ce moment-là où le chef de l'État a dit au Parlement notamment de reprendre la main le dialogue politique. Voilà. Donc, à cette étape-là, on n'a pas réussi, ou les acteurs politiques n'ont pas réussi à établir vraiment en la personne du président de l'Assemblée celui qui pouvait régler le problème. Et qui avait d'ailleurs intérêt à le régler. La conséquence est là, on est passé dans des élections, à des situations difficiles. Deuxième scénario qui se pointe encore à nous aujourd'hui, on dit, bon, ok, on est passé aux élections, ça n'a pas bien tourné, il faut qu'on retrouve. Parce que quoi? Il ne faut pas se retrouver sur le passé, mais il faut se retrouver sur la situation présente. Pour moi, ce qui a géré aujourd'hui, ce sont les effets secondaires des élections. Ce n'est plus... Les élections. Oui, ce sont les effets secondaires des élections qu'il faut régler maintenant. Donc, un dialogue, une médiation, une sortie de crise n'est pas une sortie de crise sur la question même de l'Assemblée nationale. Non, mais c'est quel est notre vivre ensemble demain dans ce contexte-là. Avec le schéma qu'on a là. Ça veut dire quoi? Parce que, vous savez, il faut que les approches ou les champs d'intérêt soient au rythme de l'évolution du phénomène de la situation. Aujourd'hui, ce qu'on devait régler hier, la solution au problème d'hier ne peut pas être la solution au problème d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que j'entends aujourd'hui que de ma position, n'est-ce pas, de sociologue, je dis qu'il doit y avoir un problème de cohérence en termes de quel médicament pour quelle gravité, n'est-ce pas, du mal. Vous savez, quand vous commencez un problème de santé très vite, on vous dit en même temps, prenez tel produit, ça va passer. Si vous ne prenez pas le produit là et que ça s'aggrave, on vous change de posologue. Vous ne pouvez plus continuer à avoir le même discours sur l'ancien produit pour régler votre santé. Si vous ne le faites pas jusqu'à ce que maintenant vous êtes atteint, je prends le cas peut-être des amis, des frères et sœurs, j'ai toute une pensée pour eux qui ont le VIH, qui ont le VIH-Sida. On dit, protège-toi pour ne pas avoir le sida. N'utilise pas les objets tranchants ou n'aie pas de comportement à risque. Tu ne l'as pas fait. Tu as eu le mal. On dit, bon, ok, il faut rentrer en même temps on dit d'abord qu'il faut faire régulièrement ton test pour savoir si tu te portes bien. Tu ne l'as pas fait. Tu as eu le mal sans savoir que tu as le mal. Ça fait deuxième erreur. On ne va plus te dire en ce moment-là de te protéger tout et tout. On le dira, mais ce n'est plus vraiment l'intérêt, mais on va te dire de te mettre sous traitement. On te met sous traitement, tu ne prends pas le médicament. Tu viens au stade sida. On ne va pas utiliser encore la solution qu'on te disait dans la prévention, dans les premiers traitements, mais on va utiliser une autre solution. Donc, c'est pour dire quoi? Que quand un mal change de cap, la posologie aussi change. On ne peut plus continuer aujourd'hui à raisonner comme si on n'était pas encore allé
élections. Il faut raisonner avec le fait qu'on est allé à des élections, on a élu des députés, il y a un parlement, mais qu'il y a des compromis politiques, des compromis sociétals à gérer avec ça. Donc, il faut lui appliquer une posologie comme telle. Donc, vous ne pouvez pas être conscient de cette situation-là et croire que le dialogue sur un agenda préélectoral est mieux placé. Aujourd'hui, c'est un agenda post-élection. Donc, je crois encore une fois qu'il faut trouver les solutions au niveau où le mal se retrouve aujourd'hui et non les solutions comme si le mal n'était pas encore advenu. Qu'on le veuille ou non, personne ne peut être content d'une assemblée nationale où des gens n'ont pas pu compétir, bien qu'on peut diagnostiquer, n'est-ce pas, pour telle ou telle raison, quelqu'un n'a pas pu. On ne peut pas être heureux d'une élection où il y a eu autour de 28%, bien qu'on peut interroger pour savoir un peu, est-ce que ceux qui n'ont pas pu aller au vote sont ceux à qui on n'a pas donné la chance? Vous savez, notre système est un peu complexe. Et complexe. Moi, j'ai vu des gens qui ont voulu voter et qui n'ont pas pu voter pour des raisons liées au climat, à la tension, à la peur. On va prendre son cas et le noyer dans le cas de ceux qui n'étaient pas d'accord. Et quand il entend ça, il dit non, c'est pas que je n'étais pas d'accord, mais j'avais peur d'aller voter. Il y a des gens qui n'ont pas voté parce qu'ils ne sont pas d'accord. On va le mettre dans le même sac que celui qui est d'accord, mais pour telle ou telle raison n'est pas allé voter. Donc, vous voyez un peu, quand c'est comme ça, il ne peut pas avoir, surtout qu'on n'est pas habitué encore à des enquêtes suffisamment pointues sur les intentions de vote, sur l'acte d'aller au vote. Encore que tout ça aussi, c'est des choses, et c'est une main tendue à la classe journalistique, à tous les chercheurs, à tous les spécialistes en sondage. Il faut qu'après une élection, les gens puissent sortir en même temps le tableau du vote. Qu'on puisse dire que 30% de jeunes n'ont pas voté parce qu'ils ne sont pas d'accord, 30% n'ont pas voté parce qu'ils ont eu peur. Pour qu'on puisse surfer sur des données objectives. Aujourd'hui, il y a beaucoup de données subjectives, de données approximatives qui servent à l'analyse. Malheureusement, quand un diagnostic est faussé, c'est que la postologie aussi est faussée. Donc, comprenons que tous ceux qui s'invitent dans l'analyse de la représentativité, sauf sur des données qui n'ont pas été établies, qui n'ont pas été suffisamment construites. On a juste un tableau global de 28%, mais derrière ça, on n'a rien. Chacun y met tout ce qu'il a envie de mettre. Donc, je crois qu'il faut que notre maturité, et encore une fois, les acteurs politiques peuvent nous en vouloir, nous scientifiques, nous universitaires, nous, acteurs de en tout cas, entre griffes, la classe savante et les sachants. Ils peuvent nous en vouloir parce qu'ils ont créé un système partisan et chacun doit pouvoir jouer son rôle par rapport à où il est. Ils peuvent même en vouloir aux journalistes pour dire d'être pas parvenus à dire qu'à Tchoukoutuna, à Tchaourou, à Bomé, à ci, à ça, que telle catégorie d'acteurs n'ont pas pu exprimer leur intention de vote pour telle ou telle raison parce qu'il n'y a pas eu des enquêtes approfondies. Ils sont politiciens, c'est leur job. Mais nous, on est spécialistes, on est chercheurs, on est tout. Donc, je crois que progressivement, chacun, c'est un système. Ce n'est pas seulement de la du politico-politique. Non, c'est un système. Et chacun doit pouvoir jouer son rôle. C'est pourquoi il dit que plus on tarde, puisque vous savez, la manière dont vous analysez un phénomène peut expliquer un petit peu la difficulté que vous avez de résoudre ce problème. Vous savez, quand vous êtes malade et que vous posez un mauvais diagnostic, ou que vous doutez même du fait que votre maladie est liée à votre comportement, vous allez continuer dedans, ça va s'aggraver, ça va se compliquer, tout et tout. Et quand vous aurez au stade où vraiment où il n'y a plus de solution, et c'est ça qu'il faut éviter dans le cas du Bénin, qu'il faut très vite ramener l'intelligence sociétale autour du fait qu'on a fini les élections, mais on ne peut pas faire comme si rien n'était. On ne peut pas faire comme si tout est bien passé. Donc, on tourne une nouvelle page pour dire maintenant comment on gère le vivre ensemble dans ce nouveau contexte. L'opposition politique, il n'y a pas un espace fermé pour ça. Il ne faut pas dire qu'en l'absence de présence à l'Assemblée nationale, il ne peut pas avoir d'opposition politique. C'est tout un système, c'est tout un rendez-vous. Et il faut donner rendez-vous au peuple. Il faut juste montrer à cette jeunesse que nous nous sommes trompés. Nous n'avons pas fait les choses comme il faut les faire, mais nous prenons date pour corriger les choses pour l'histoire. Et pour le faire, il ne faut pas laisser seulement ça entre les mains des politiciens. Parce que là, maintenant, on fait un peu du politicocentrisme, où on croit que tout ce qui se passe doit être réglé par les hommes politiques. Mais on se trompe gravement.
je ne le souhaite pas. Quand ça va péter, ce n'est pas les hommes politiques. C'est la dame qui va au marché. Elle en voudra à qui? À son enfant qu'elle a envoyé à l'école pour étudier et comprendre. C'est ça. Elle va en vouloir à qui? À son enfant qui est journaliste et qui vient à la télé pour expliquer les phénomènes et qui les explique de la façon la plus approximative. C'est ça, en fait, la réalité. On va en vouloir à qui? À un chef de l'État. Il va dire que vous avez élu un chef de l'État et vous avez fait du système un système politico-politique, donc j'ai fait de la politique. Voilà. Donc, je crois encore une fois que il faut rythmer les solutions et aujourd'hui travailler sur comment on vit ensemble avec le mal que nous avions. Et c'est sûr qu'on trouvera une porte de sortie. On va aborder un autre élément à présent, c'est quand même cette ouverture dans la gestion de cette crise-là, cette ouverture à l'étranger, les appels notamment aux ingérences. Oui, bon, il faut pas perdre de vue que nous appartenons à un ensemble. Donc, c'est vrai que la notion d'ingérence porte assez de connotations. Est-ce qu'on est déjà dans un schéma d'ingérence? Je crois qu'il faut éviter, à mon avis, d'utiliser l'expression ingérence, mais il y a le risque d'ingérence. Je pense qu'il y a le risque d'ingérence. Dans certains discours, notamment des oppositions, il y a comme cet appel-là. Oui, il y a. C'est pourquoi il dit qu'on est dans un ensemble. Quand vous avez fragilisé en fait, les appels des opposants à une implication, je préfère cette expression, de la communauté internationale à ce qui se passe au Bénin, est symptomatique d'une certaine fermeté ou bien non, d'un désaveu, n'est-ce pas, de tout ce que nous avions à l'interne pour régler nos problèmes. Et ça, c'est un signal fort. Est-ce que ce n'est pas aussi de la mauvaise foi? Non, attendez, on va aller progressivement. D'abord, c'est un signal. Pour dire qu'à l'interne, je ne vois personne qui peut régler désormais le problème. Et ça, c'est déjà c'est une sorte de mal donne. Il ne faut jamais souhaiter qu'un problème de famille, qu'on soit obligé d'appeler les voisins, d'appeler la grande famille à venir régler ça. Vous savez, quand un problème va à la grande famille, c'est que ça vous échappe. Ça vous échappe. Donc, moi je dis, c'est que les solutions ne seront plus vos solutions. Le fait de solliciter la communauté internationale, c'est une manière de dire que nous n'avons plus personne ici qu'on peut écouter. Et ça, c'est le premier problème. C'est le premier enseignement qu'il faut en tirer et commencer par se demander comment est-ce qu'on en est arrivé là. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est de reconnaître que nos outils de gestion des problèmes sont défaillants. C'est-à-dire, notre constitution ne peut plus régler notre problème. Les lois qui sont sorties de la constitution ne peuvent plus régler nos problèmes. Nos pratiques traditionnelles, religieuses, nos normes sociales ne sont plus en mesure de reconnaître notre problème. Mais c'est grave. Parce que quoi? Quand on appelle la communauté nationale, c'est qu'on appelle un nouveau registre d'intervention. Elle va intervenir suivant les lois qui organisent l'implication des acteurs dans un conflit de pays. Donc, on n'est plus dans la constitution béninoise. On est dans le système normatif de l'ONU. On est dans le système normatif de l'UEMOA, de la CEDEAO. Donc, ce n'est plus le Bénin. On n'est plus dans le registre des valeurs du Bénin. Ça veut dire qu'on a totalement nié, ou bien on a remis en cause totalement notre système et les acteurs et tout ce qui a été conçu sur des années pour notre vie ensemble. C'est ça. Maintenant, quand on va utiliser les outils, les mécanismes, les registres extra-béninois pour régler les problèmes béninois, on se rendra compte qu'il peut y avoir un conflit de manière de gérer les choses par rapport à qui nous sommes. Déjà. C'est ça. Donc, pour ceux qui savent un peu comment on analyse les situations de corps étrangers, c'est un peu ça. Ça veut dire que le Bénin, même faisant partie intégrante d'un ordre international, a ses spécificités. Mais quand votre débat est déplacé sur l'espace international, c'est que vos spécificités pèsent moins. Et c'est le principe international qui pèse. Alors, ce n'est pas évident que ça rencontre l'harmonie interne. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de vouloir régler un problème,
mais on est en train de déplacer un problème. Et quand on déplace un problème, à un moment, à un niveau où vous n'avez plus le contrôle, c'est que vous êtes exposé. Tout peut venir. Donc c'est ça, vous parlez de bonne foi, mais moi je dis, c'est une, je ne veux parler d'erreur, mais je dis que c'est une crise de choix. C'est un choix suffisamment accidentel parce qu'elle va entretenir une certaine confusion. N'oubliez pas d'où nous venons. Nous avions fait, nous avons lutté, nos aïeux ont lutté contre l'invasion. N'oubliez pas les élections de 2016. Le discours a été quoi? Le Bénin, avec les problèmes du Bénin, on ne fait pas. On a même commis le risque de projeter sur un candidat une communauté internationale. Ça veut dire quoi? Que dans notre sang, dans notre manière de voir les choses, il n'a jamais été question de laisser à nouveau de l'espace aux acteurs d'une autre communauté de venir régler nos problèmes. Jusqu'à ce qu'un fils du Bénin, je vais parler du président Lionel Zissou, a subi ça. Mais on ne peut pas, après avoir été jusqu'à ce niveau-là, croire que les acteurs, que le Béninois pris dans son ensemble est prêt à accueillir une médiation internationale. Et vous voyez un petit peu, c'est un peu comment, bon, dans l'arène politique, ce qui était mauvais devient bon, ce qu'on n'a jamais voulu, bon, on le veut aujourd'hui, et ça crée vraiment une certaine morale politique qu'on a du mal à comprendre, tout et tout. Mais je ne suis pas contre qu'on cherche de la solution. Mais je demande que il ne faut pas que la solution recherchée entre en conflit avec nos réalités. Celui qui va à Goro et qui voit la main de Béhanzin, vous savez comment il interprète ça? Celui qui voit un peu l'histoire de Biogara, vous savez comment il interprète ça? Vous voyez un peu la confiance des forces de la nation Bénin. Et puis, tous les pays qui ont tenté de faire régler leurs problèmes par l'étranger n'ont pas pu venir à la conférence. Mais quand nous avons appliqué ça veut dire quoi? Qu'il faut appliquer les solutions qui marchent. Si la conférence a été un moment de démontrer qu'on peut régler nos problèmes à l'intérieur du pays, pourquoi aujourd'hui on croit que ce n'est plus possible? Donc moi je crois encore une fois que nous avons tous les moyens pour faire, vous savez, quand vous avez un patient, vous avez plusieurs possibilités de résoudre son problème, mais vous analysez et vous pesez. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut reconnaître à ceux qui demandent une implication étrangère, qu'ils sont assoiffés de réponses, qu'ils sont assoiffés de solutions. Et c'est légitime et c'est normal parce qu'ils veulent un pays stable, un pays tout et tout. Mais après, il faut qu'on leur fasse comprendre que la solution que vous trouvez est plus dangereuse que ce que vous craignez aujourd'hui parce que vous déplacez, vous n'êtes plus sûr de récupérer. Et vous savez, quand vous déplacez, ça vous échappe. Et après, on ne sait pas d'où ça peut venir. Alors, il y a quand même que dans ce que nous vivons actuellement, dans cette crise, qui n'est que politique, parce qu'ailleurs, il y a eu des réformes, mais ça ne pose aucun problème, même si c'est parfois des réformes plus strictes et sévères que ce qui a eu lieu en politique. Alors, dans cette crise-là, on a des éléments pour remonter dans le temps et voir qu'effectivement, qu'à chaque moment, les Béninois et surtout les politiques ont une réaction allergique à la rigueur. Est-ce que vous faites la même lecture? Oui, il ne faut pas perdre de vue que vous avez vu quand on a dit port de casque, vous avez vu ce que ça a donné. Vous avez vu quand on a dit que il faut quitter les abords de la des voies, vous avez vu ce que ça a donné. Vous avez vu quand on a dit qu'il n'est plus possible aujourd'hui d'opérer en clientèle privée, ce n'est pas facile, tout et tout. Donc, à chaque fois, quand on a fait une expérience pour prendre une position qui est un peu dure, ça n'a jamais été systématique. Ça fait partie. Comment en est-on arrivé là, quand on a fini de vivre la révolution, et même qu'on la regrette un peu? Mais est-ce que le problème, c'est comment on est passé, comment on a fait le passage? Est-ce qu'on n'a pas cherché une solution politique à un problème social? Moi, je n'ai pas l'âge de dire ce que je dis, mais j'ai l'impression qu'à la conférence des forces de la nation, on a réglé des problèmes politiques.
Mais à mon avis, ce à quoi on assistait n'était pas que politique. Quand on a réussi à mettre en place l'architecture politique, mais après, comment c'est rentré dans l'éducation des enfants, comment c'est rentré dans les écoles, comment c'est rentré dans le collège, à l'université, comment ça a pris place dans notre culture religieuse, dans notre culture sociale. Pas du tout. C'est ça le problème. Vous savez, quand une cité est tout comme un système, quand vous touchez à un maillon, il affecte les autres maillons. Et quand vous ne réglez pas le problème dans sa globalité, c'est qu'il vous donne rendez-vous. C'est un traitement un peu simpliste. C'est ce que nous appelons un peu les réponses holistiques, les réponses systémiques. Ça veut dire quoi? Au moment où on passait à la conférence des Frères de la Nation et on disait que, attention, que on a vécu la révolution, c'était dur, et qu'il fallait bouger, il faut bouger. Mais en fait aussi, il faut savoir qu'il y a d'autres paramètres sur lesquels il faut systématiquement agir. Vous savez, les Béninois, la période révolutionnaire nous a montré un petit peu un amour assez profond pour la patrie. D'accord? Mais aussi, elle a fait le lit d'un certain nombre d'exagérations. Nous avons récupéré les exagérations pour en faire le problème principal. Et on a résolu ça. Alors qu'en fait, il fallait réintroduire aussi cette culture de la fermeté devant la République, la sacralité de la République. Mais nous n'avons pas fait ça. Vous savez que... On a retenu que le problème, pas les éléments qui ont marché. Parce que ce sont les enjeux politiques. Parce que le problème était de nature politique. Et la communauté internationale aussi voulait aussi un signal politique. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est un signal de développement. Ce n'est pas un signal de politique, c'est un signal de développement. Et le développement, il est total, il est global. On est aujourd'hui comme à une répétition, pratiquement. C'est pourquoi je dis que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un cycle. C'est un nouveau cycle. Il faut vite récupérer ce cycle et ne pas tomber dans les mêmes pièges que 90. Vous voyez un peu le système partisan, vous savez, dans toute république, le sous-système politique est le système central. C'est lui qui organise les autres, l'économie, le social, le culturel, tous les trucs. Donc, il a une place stratégique. C'est normal. On ne peut pas lui en vouloir. Mais, il ne peut pas constituer un sous-système qui imbrique sur les autres ou bien qui inhibe un petit peu l'autonomie des autres systèmes. Donc, en 90, je crois qu'il y a eu beaucoup plus de dosage politique que de dosage au plan social, éducation, tout. Aujourd'hui, on est revenu à un nouveau cycle où on est en train de, je ne dis pas corriger, on est en train de perfectionner notre idéal, notre modèle et de vivre ensemble. Parce que le système partisan, c'est aussi de vivre ensemble. Emmener un parti politique reconnu comme d'obédience nordique, à partager les pouvoirs avec celui reconnu comme d'obédience sudiste, emmener deux personnes qui se sont affrontées tout le temps dans le même village à cause des enjeux politiques, à être membres d'un même parti politique. Ça veut dire quoi? Que la postologie du système partisan n'est pas seulement une réponse politique, mais c'est une réponse au vivre ensemble. Donc, quand c'est vu comme tel, il est normal que nous soyons contents d'avoir une réponse qui ne nous divise pas plus, mais qui nous unit plus. Parce qu'à la conférence, quand on a dit le multipartisme, malheureusement, ça nous a divisés. Ça a créé des chapelles, ça a créé des petits partis, de petits regroupements, de petits leaders. Il y en avait parfois deux dans une famille. Voilà, dans une famille, tout et tout. Parce que le système n'est pas si contraignant pour nous mettre ensemble. Aujourd'hui, derrière le système partisan, on a une clé au vivre ensemble. C'est vrai que ça ne se décrète pas, ça se construit. Mais vivre ensemble, c'est pas si facile que ça. Donc, il est normal que les gens sentent, les gens qui sont suffisamment enfermés dans leurs intérêts, dans leurs privilèges classiques et traditionnels, aient de la difficulté à sortir. Donc, le Béninois a toujours été quelqu'un de si... C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de chefs d'État tentent et après ils reculent. Beaucoup de ministres tentent et ils reculent. Même les chefs de famille, ils tentent, ils reculent. Et même ton pauvre foyer, ta pauvre femme, parfois tu tentes, tu recules, parce que on fonctionne comme ça. Lorsque quelqu'un dit on tente mais on ne recule pas, on construit sur l'avenir, vous comprenez un peu.
Pourquoi est-ce qu'il peut y avoir toutes les mal. alliances? Ça s'entend mal. Mais c'est pourquoi je dis que si nous réussissons ça, une fois, on aurait changé définitivement un peu les choses. Et on aurait dit qu'on est rentré dans une nouvelle ère, dans un nouveau cycle où les choses se passeront autrement. Donc, ça va être difficile. Vous avez vu, on est passé après 90, on a eu Nicéphore Soglo, après on est revenu chercher Mathieu Kérékou, on l'a gardé, après on l'a lâché. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Donc, il est venu au moment où il faut arrêter de faire un pas devant, un pas en arrière. Et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est cette expérience-là. On a voté une loi, on dit là-bas, là, ça fait mal, ah, là-bas, ça fait peur, ah, là, revenons derrière. C'est devenu classique. De sorte que, même quand tu prends une décision, quelque part, on dit, oh, c'est point de temps, ça va passer. Même dans l'administration. Ici, c'est le Bénin. Ici, c'est le Bénin, ça va, non, c'est point de temps, ça va passer. Donc, c'est resté. Ça veut dire quoi? Que il faut qu'à un moment donné, cette culture de fermeté rentre dans le registre et dit que on corrige le futur, on corrige la situation dans le futur. Mais vous savez, les sociologues qui ont ainsi les évolutions des sociétés ont souvent dit qu'il y a ce qu'on appelle l'ordre et le progrès. Ce qu'on appelle l'ordre et le progrès, c'est pour dire quoi? Que tout progrès obéit à une loi. Et cette loi-là s'établit par rapport à un ordre donné. Ça veut dire que vous ne pouvez pas projeter un modèle d'avenir et fonctionner avec un modèle incompatible à ça. Donc, c'est pour dire que les sociétés qui ont avancé ont restructuré un peu leur modèle et au regard des projections qu'ils ont fait sur leur avenir. Donc, si vous projetez un Bénin émergent et que les changements structurels qui vont avec, vous n'êtes pas prêt à faire le jeu, c'est que vous vivez un accident de parcours. Et vous vivez sur deux mondes. Finalement, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Le monde de la projection est... Moi, je suis convaincu que les politiques qui sont là aujourd'hui, les opposants qui sont là, puisqu'il y a plusieurs visages de l'opposition aujourd'hui, il faut reconnaître à chacun d'eux le droit de ne pas être d'accord. Il faut leur reconnaître le droit de trouver d'autres solutions. Mais il faut les inviter à travailler à la perfection et non au reculage. Parce que nos enfants finissent par apprendre qu'on peut avancer et reculer régulièrement. C'est vrai qu'on dit qu'il n'est jamais... Bon, c'est la théorie des effets d'annonce, hein, bon voilà, ou de l'analyse des feedbacks. Une décision est prise, on voit ce que ça a donné et on corrige. On corrige, on ne revient pas. Okay. On ne revient pas derrière. Et quand revenir derrière devient une référence, c'est comme on dit que la référence et la contre-référence sont devenues une référence au même titre. Il ne faut pas que ça soit systématisé en nous. Moi, je crois que la fermeté dont nous parlons et qui vous inquiète et que les Béninois soient hostiles à tout changement en griffe brutale, c'est la conséquence du fait que l'histoire nous a montré que ça marche. L'histoire nous a montré que ça marche. On finit toujours par reculer. Oui, on finit toujours par reculer. Et aujourd'hui, peut-être, on est devant un système qui a tiré le son de pourquoi. Si vous lisez les documents de politique, vous allez voir, on a toujours surfé un peu sur les allées et les retours. Mais je crois encore une fois que les pays qui ont pu s'en sortir, ce sont des pays qui ont géré les effets des choix qu'ils ont faits. Ce ne sont pas des pays qui ont refusé, n'est-ce pas, d'avancer. On va maintenant essayer de voir comment est-ce que tout ça force la main aux différents impliqués pour qu'on réussisse notamment le pas d'avancer sans jamais reculer. L'extérieur, les médias étrangers, une certaine frange de la communauté internationale, pour ne pas parler des organismes, de certains organismes, sont sévères à notre égard. Est-ce que ce n'est pas aussi la faute à la fois aux médias, aux intellectuels que vous êtes, aux producteurs d'opinion scientifique que vous êtes? Est-ce que ce n'est pas la faute à cette classe-là des Béninois? Oui, je suis complètement d'accord avec vous sur la faute de certains acteurs parce qu'on laisse porter aux politiciens sur ce qui les dépasse. Seul? Oui, malheureusement. On laisse, même quand quelqu'un d'autre intervient dans le processus, il intervient dedans comme quelqu'un qui veut accompagner les politiciens, comme si le problème n'est pas à son niveau. Vous avez vu un peu la position du clergé. Il veut faire la médiation. Ça voit un peu pour les hommes politiques. Et ça traduit encore l'idée que on a l'impression que la solution est inévitablement là.
chez les hommes politiques. Alors que, vous savez, dans les analyses... Le problème est seulement le problème. Alors que, en fait, chacun devait pouvoir dire que si moi, je rétablis une opinion à mon niveau et que chacun rétablit une opinion à son niveau, les gens n'auront pas les regards tournés sur les politiques et nous allons avancer. C'est le fait d'accentuer le curseur sur le politique. C'est le centralisme dont vous avez parlé. Alors que toute question politique est une question à enjeu. Et toute question à enjeu entretient des discours différents, des catégories différentes. Donc, il ne faut jamais croire que tant que le problème restera d'essence politique, qu'on aura une position commune autour de ça. Ce n'est pas possible. La politique, par essence, est le lieu des contradictions. Donc, que vous ayez, n'oubliez pas que derrière les institutions dont vous parlez, il y a des courants politiques. Il y a des positions politiques. Il y a des visages politiques. Il y a des connotations. Donc, ça, il ne faut pas perdre ça de vue. Il ne faut pas penser que parce que c'est un discours d'une institution internationale qu'on peut y donner le corps du Christ sans confession. Il ne faut pas croire ça. Parce que c'est à la hauteur de l'information qu'ils ont, c'est à la hauteur des registres interprétatifs qu'ils utilisent, c'est à la hauteur de la position qu'ils ont intérêt à défendre, parce qu'il y a aussi une position qu'ils doivent défendre, et peut-être aussi à la hauteur des connivences ou des liens de solidarité qui peuvent naître, et pourquoi pas aussi au niveau de maturité qu'ils ont par rapport à ce qui nous arrive. Donc, c'est pour dire que il ne faut pas qu'on s'attende à une certaine... Mais les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quand ils ont commencé par parler comme ça de certains pays, on sait là où ça a conduit. Donc, parce que, comme je l'ai dit au début, le registre ne peut jamais être aussi conforme que si c'était nous-mêmes, avec nos propres manières de voir les choses et de faire les choses, nous voulons régler les problèmes. Ce n'est jamais la même chose. Donc, je suis d'accord aujourd'hui qu'il faut qu'on est venu à une étape où il faut tourner la page, mais il faut réécrire une nouvelle histoire. Et commencer à réécrire l'histoire, c'est de ne pas laisser le stylo aux politiciens pour réécrire cette histoire-là. Il faut que chaque éducateur puisse montrer à son enfant que la violence ne règle pas les problèmes. Il faut que dans chaque chapelle, chacun puisse commencer par dire que la contradiction est importante. Vous savez que dans certaines familles, on empêche même les enfants d'être contre l'un de l'autre, l'un par rapport à l'autre. Ce n'est pas possible. C'est ça qui fait que certains grandissent et ne supportent pas une opposition devant eux. Parce que toute l'éducation qu'il a reçue, c'est la conformité. Oui, on ne l'a jamais. Il peut même pas dire, papa, je pense qu'on peut faire les choses autrement. Tu es qui pour dire on peut faire les choses autrement? Quand un enfant grandit comme ça, il devient papa. Il devient chef. Il devient ministre. Il devient député. Il ne peut pas gérer. Vous savez, tous les opposants que nous avons avec nous ici, tous les mouvements qu'on a avec nous ici, est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a eu une formation politique à la gestion des contradictions électorales? C'est pas ça. Il faut professionnaliser les choses là. Tous ceux qui viennent au dialogue politique, vous croyez vraiment qu'ils ont appris comment on gère le dialogue politique? Après, vous croyez vraiment que dans leur histoire sociale, dans leur parcours de vie, on leur a appris à accepter l'autre, à ne pas être d'accord avec l'autre, tout et tout? Une fois encore, vous mettez le doigt sur des responsabilités qui ne sont pas... C'est partagé, des responsabilités qui sont partagées. Nous avons construit des modèles aujourd'hui qu'on a en face de nous. Aujourd'hui, on veut établir, maintenant, on veut répondre à ça. Et notre visage, en fait, ce sont les visages de la société béninoise que nous sommes en train d'observer. Des gens ont fait leur parcours universitaire, tout, il est devenu grand, il a le doctorat, il a tout. Mais on ne lui a jamais appris, peut-être, à faire de la contradiction politique, à faire une lecture politique. Vous savez, il y a des Béninois, quand vous lui posez une question sur la société béninoise lors des guerres tribales, il ne sait rien de ça. Vous lui parlez de la conférence des forces vives, il ne sait rien de ça. Vous lui parlez de comment on a géré. Mais quand vous dites est-ce qu'il a envie d'être élu député, il dit oui, qu'il est d'accord. Mais comment vous voulez que quelqu'un qui vient comme ça à un poste politique et qu'un jour il y ait difficulté, vous lui demandez de s'asseoir pour trouver la solution? Il ne sait pas. Il n'a pas été imbibé dans ça, il n'a pas grandi dans ça. Non? Et c'est lui, c'est comme le médecin malgré lui. Vous ne pouvez pas faire de quelqu'un un médecin malgré lui. Aujourd'hui, on a beaucoup de médecins
de fait autour de la question politique. Donc, c'est pour dire que chacun doit jouer son rôle et il faut faire sonner plusieurs discours. Il faut que de plus en plus, chaque acteur parle pour que la communauté internationale comprenne qu'on n'est pas dans un Bénin fermé. On est dans un Bénin où les gens parlent, où les gens disent ce qu'ils pensent, où les gens ont leur approche de solution et que les Béninois sont capables de régler leurs problèmes. Parce que s'ils sentent que vous ne pouvez plus, au nom des règles internationales, la notion d'ingérence va s'inviter. Et on ne souhaite vraiment pas qu'on en vienne là. Alors, il y a quand même de ces échos étrangers, un écho qui vous a particulièrement sans doute attiré votre attention, c'est notamment celui de la communauté scientifique internationale. Vous avez dû lire cet écrit-là, une petite réaction à ces propos. Oui, voilà, quand j'ai lu le texte. Bon, c'est vrai que ceux qui l'ont écrit, je suis très petit pour porter une opinion sur la qualité, le discours, les positions des éminentes personnalités scientifiques. Deuxième chose, j'aurais bien voulu répondre à cette question-là dans un espace universitaire, dans un espace scientifique, où nous discutons, où nous posons le problème scientifique. Si c'était le cas, il y a débat. Si aujourd'hui, on réunit les universitaires autour du papier, on va débattre, on va voir un petit peu, est-ce que c'est du politique ou bien est-ce que c'est du scientifique? Et on va débattre de ça scientifiquement. C'est vrai que sur un plateau de télévision, donner une opinion sur une écriture scientifique, bon, ça cloche un peu, surtout. Mais je peux tenter de servir à vos téléspectateurs, par respect à eux et par respect à vous qui posez la question, dire que les scientifiques, généralement, font partie de ceux qui donnent un petit peu les pistes quand tout semble échouer. Quand tout semble échouer. Donc, il n'y a pas de position. Vous savez ce qu'on dit en science? Lorsque vous commencez par avoir des positions, vous faites de l'idéologie, vous ne faites plus de la science. Un peu. Quand vous commencez par dire voilà ce qu'il faut faire, vous ne faites plus de la science, vous faites de l'idéologisme. Quand vous commencez par dire que, vous savez, quand on a théorisé pour dire que voilà ce que le monde doit être, tous ceux qui ont suivi le discours ont dit ce n'est plus de la science, c'est de l'idéologisme. Donc, c'est pour dire que lorsque vous voyez une expression scientifique qui tente de dire voilà ce qu'il ne faut pas faire et voilà ce qu'il faut faire, demandez-vous si c'est de la science ou bien si c'est de l'idéologisme. C'était était dans quel... Il suffit de lire le papier, vous sentez que il y a une certaine imbrication, et c'est normal. C'est notre Afrique, c'est notre continent, c'est le monde qui a fonctionné comme ça. Oui. Vous vous rappelez que pour qu'on aille à la conférence des forces vives des nations, il y a eu des antécédents. Tout ça a été entretenu par qui? Par les collèges universitaires, des étudiants. Vous voyez un peu? Mais quand ils ont fait leur position, c'était pourquoi? C'était pour changer un régime. Vous voyez un peu? C'était pas pour... Mais ils venaient des universités. C'est le même schéma qu'on a été le voir aujourd'hui. On a rétabli, on a mis sur la balance un problème politique, mais on a une expression scientifique sur comment il faut, où est-ce qu'il faut aller. Quand on a fait ça pour la conférence des forces vives des nations, on a eu une réponse politique, on n'a pas eu une réponse de société, on n'a pas eu une réponse de développement, ça n'a pas donné de développement. Parce qu'on a dit au peuple, voilà ce qu'il faut faire. Donc, est-ce que quand vous avez vu les écrits de tous les acteurs du siècle des Lumières africains, vous avez vu, un peu, ils ont éliminé, ils ont dit tout, mais on leur a reconnu d'avoir créé le sentiment de la discussion, le sentiment de la critique politique, critique sociale. Une volonté d'orienter strictement. Voilà, mais derrière ça, il y avait des positions. Ça veut dire quoi? Que tant que dans une position, dans un discours scientifique, il y a une position, il faut faire alors la nuance entre une défense d'une idéologie, d'une position sur fond discours scientifique, d'un discours scientifique totalement neutre. Parce que le discours scientifique n'a pas vocation. Vous savez, quand un scientifique vous dit voilà ce qu'il va faire, ça veut dire qu'il est commandé.
C'est comme ça, on dit. C'est pourquoi on parle de la recherche-action, on parle de la recherche-développement. Vous avez un problème, dites-moi la solution, je vous demande, voilà la solution. Je suis sur un terrain de mission scientifique. Ça veut dire quoi? Que si une autre expression du discours scientifique met sur une autre position du problème, on aura les justifications. C'est pourquoi je dis que dans un espace scientifique, on peut se faire face et discuter. Bon, voilà, messieurs qui ont écrit, c'est l'éminence, c'est l'éminence grise de l'écriture africaine. Mais on a besoin de faire comprendre aux Béninois que ce qui a été écrit donnait une ligne d'action. Et parce que ça donnait une ligne d'action, il faut y voir peut-être les positions des gens, leurs sentiments. Ils sont des humains avant d'être scientifiques. Donc, ils peuvent avoir une position autour d'un phénomène. Il ne faut pas que le visage scientifique qu'ils ont vous empêche de voir un petit peu leur position. On ne peut pas refuser à quelqu'un parce qu'il est scientifique d'avoir une position. Donc, nous avons vu une position, mais ce n'est pas de la science. La science ne dit pas où on va, elle analyse, elle décrypte et elle offre les éléments de choix. Alors, est-ce qu'au Bénin, les scientifiques ne font pas souvent ça et que c'est ça qui noie leur voix? Parce que dans les crises, on ne les entend pas ou s'ils s'expriment, ils ne sont pas audibles. Oui, c'est vrai que la recherche... En tout cas, quand je dis je recherche, je parle des savants, je parle des sachants. Ce n'est pas parce qu'on est docteur qu'on est mieux placé pour réfléchir sur des choses politiques. Il y a des gens qui n'ont jamais été à l'école, mais qui sont capables, n'est-ce pas, d'opiner sur des choses. Donc, il vaut mieux qu'on ramène ça au plan global sur les sachants, les savants, tout et tout, pour dire est-ce qu'on n'est pas trop en retard dans nos sorties, tout et tout? Est-ce qu'on n'est pas aussi, on n'a pas de choses à se reprocher, voir un peu dans les crises aujourd'hui. Vous savez, vous avez envie aujourd'hui de lire un peu comment on a théorisé la crise de 90. Vous avez envie de lire ça un peu. Vous avez envie de lire un peu aujourd'hui comment on a théorisé sur le régime du président Yahi Boni. Voir un peu quels sont les chapelles scientifiques. Vous avez envie aujourd'hui de voir un peu, de descendre à la faculté de sociologie, à la faculté des sciences politiques, à la sociologie politique, à la sociologie, et de savoir un peu quels sont les courants d'analyse qui existent par rapport au schéma, par rapport au choix économique des dirigeants, au choix politique des dirigeants, par rapport à la manière dont on veut gérer l'assurance vie, et tout, voir un peu. Et c'est pourquoi aujourd'hui on demande que la recherche universitaire soit vraiment... Mais les universités ont commencé par prendre le pas. Aujourd'hui, vous entendez les universités de développement. Voir un peu. Aujourd'hui, vous voyez un peu une certaine interconnexion entre le couloir politique et le couloir scientifique. C'est vrai qu'une relation d'inceste n'est pas souhaitée. Mais il faut qu'on voit vraiment les choix. Parce que vous savez, la colonisation, on l'a réussi en commandant, ou bien en faisant un appel à la communauté scientifique pour dire, réfléchissez pour nous dire comment on va coloniser les autres. Ils ont réfléchi, ils ont donné les outils. Et ça a marché. Ça a marché. On a dit, on veut dominer les sociétés africaines, on veut dominer les sociétés en griffe, n'est-ce pas, sans civilisation, en griffe, comme on a dit. Et après, il y a eu les courants anglophones, français, tout et tout, qui sont partis pour aller étudier les communautés, étudier leurs sensibilités, et on fournit l'information, et on donne les moyens aux politiciens de venir. On a besoin de la même chose. On a besoin que les gens aillent étudier les sociétés béninoises, les jeunesses béninoises, la culture féminine béninoise, le pouvoir féminin, le pouvoir politique, tout et tout, pour qu'un politicien, avant de lire un discours, il ait écouté des scientifiques, il ait écouté des sachants, il ait écouté des savants, pour que quand quelqu'un veut bâtir un programme de société, c'est pas en ce moment-là qu'il va réunir les scientifiques pour dire écrivez-moi un programme de société. Non, c'est que dans les laboratoires, dans les bibliothèques, ça existe déjà. Il y a un journaliste scientifique qui s'est développé. On peut aller voir un peu qu'est-ce que le journaliste scientifique a produit dans les transitions Bénin. Aujourd'hui, on vit une transition, mais avons-nous une théorie de la transition au Bénin? Est-ce que nous connaissons un peu les lois de la transition au Bénin? Vous savez, moi j'avais fait un travail sur et je l'ai reproduit aussi dans ma thèse, et j'ai analysé ce qu'on appelle les changements. Et je parlais j'avais utilisé la notion de négociation sociale. Ça veut dire quoi? Que je prends un exemple terre à terre pour que nos téléspectateurs puissent nous écouter.
Quand tu appelles ton enfant ou ton épouse, tu dis ça, je ne veux plus continuer comme avant. Voilà comment on va faire. Il y a une chose qu'il te dit souvent, je suis d'accord, mais, il te dit toujours mais, c'est-à-dire il y a quelque part où je ne peux pas céder à ça. Non négociable. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Que quand nous quittons la période révolutionnaire, la période démocratique, quels sont les non négociables? Est-ce qu'on les a connus? Est-ce qu'on les a sacrifiés au même titre que les autres éléments? Quand vous sacrifiez le non négociable, c'est que vous noyez un petit peu la réponse que vous avez donnée. Aujourd'hui, dans le nouveau système partisan, alors est-ce qu'on a étudié les non négociables? Peut-être qu'il y a des choses qui sont non négociables, qu'on a négociées, c'est pour ça qu'on est en difficulté aujourd'hui. Mais le politicien n'est pas habilité à comprendre le non négociable. Le non négociable, il y a des sens politiques, il y a des sens sociologiques, il y a des sens psychologiques, il y a des sens économiques, il y a des sens anthropogéographiques. Donc ça, ce sont les sachants. Il y a des sens religieux, il y a des sens spirituels, il y a des sens sacrés, il y a des sens coutumiers. Donc ce sont les sachants qui doivent pouvoir dire que un nouveau système peut venir, mais dans notre culture, dans notre histoire, dans notre passé, dans notre chose, il y a des paramètres sur lesquels il faut savoir. Vous savez, quand on dit dans une tradition qu'on ne balaie pas la nuit, mais lorsque des vers ou bien un enfant a coché quelque chose qui s'est tombé, il y a une manière de balayer la nuit. Ça veut dire quoi? Que il y a un principe qu'il faut mettre dans la balance pour changer. Quand on dit dans notre tradition, on ne cherche pas des plantes dans la nuit. Quand un enfant tombe malade, mais on dit, bon, on peut chercher la plante, mais il y a un principe à faire. Ça veut dire quoi? Que quand on veut instruire les changements dans nos sociétés aussi, il faut qu'on récupère les non négociables. Parce que c'est le déficit de prise en compte des non négociables qui fait que le changement subit un choc à la métaphase. Parce qu'on vient à un niveau du c'est bloqué, on ne peut pas. Parce qu'on a sacrifié quelque chose qu'on n'aurait jamais dû sacrifier. Et ça, c'est le rôle de tous ceux qui se réclament comme acteurs sociaux, comme citoyens. Acteurs sociaux, citoyens, vous avez parlé de sachants, de savants aussi. Tout ce monde-là semble ne pas avoir l'espace en politique qui lui est, on va dire, qui lui revient normalement de devoir. Que faut-il faire? C'est, on va dire, un certain automatisme qu'il faut réveiller en eux, ou c'est aux politiciens de concéder l'espace? Oui, je crois qu'il y a trois choses essentielles. Première des choses, chacun doit connaître son rôle. Déjà. Parce que c'est pas parce qu'on est scientifique, qu'on est universitaire, qu'il faut courir derrière les postes politiques. Ouais, un peu. Et comme le disait l'autre, il faut que les philosophes acceptent de devenir les politiques et que les politiques deviennent les philosophes. En fait, c'est pour dire qu'il y a un discours philosophique dont on a besoin en politique. Un discours politique. Donc, c'est pour dire quoi? Qu'aujourd'hui, vous avez parfois l'impression que quand vous savez, je suis en train de parler ici aujourd'hui. Quelqu'un va dire demain que c'est parce qu'il cherche une promotion, c'est parce qu'il cherche ceci, c'est parce qu'aujourd'hui, il est sollicité par le pouvoir, qu'il dévoue un peu. Ce qui fait que parfois, vous avez des difficultés à donner votre opinion. Il faut que le politicien reconnaisse que vous êtes scientifique. Donc, même si ce que vous dites ne l'intéresse pas, il ne se retrouve pas dedans, il faut qu'il vous donne cet espace de le dire. De la même manière, il faut que chacun reconnaisse que on ne peut pas être à la fois dans des registres contradictoires. Scientifique et acteur politique, par exemple. Non, il faut vraiment choisir son couloir. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, quand vous êtes un scientifique dans la chose publique, c'est différent d'un scientifique dans la chose politicienne. Ça veut dire quoi? Que parfois, la chose publique a besoin d'éclairage scientifique. Donc, on vous fait recours pour décider. Donc, il faut comprendre alors que il ne faut pas faire scientifique pour scientifique. Il faut faire scientifique pour développer. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas que les gens aient l'impression que, parce que vous êtes scientifique là, et si on vous retrouve dans une position au niveau de l'arène publique et autres là, on vous dénie un peu cette autorité scientifique. Donc, il faut que, en étant dans le système, nous sachions un peu pourquoi on est dans le système. Et enfin, maintenant, il faut l'environnement pour ça. Et quand j'appelle environnement pour ça, il faut financer la recherche universitaire. Il faut sécuriser les carrières. Vous savez, parfois les gens ont peur de parler, ils ont peur d'analyser. Il faut sécuriser les carrières. Il faut résister à l'argent. D'accord? Il faut créer un environnement favorable. Il faut résister à l'argent. Vous savez, les journalistes, bon, je ne vous apprends rien. Il y a des journalistes qui sont très, c'est-à-dire,
On sent vraiment que quand il prend son stylo, il écrit. Mais jusqu'où il résiste? Alors, il peut mettre toute cette intelligence au service de l'argent, de quelqu'un. Tu vois un peu? Donc, il faut créer un environnement où les gens sentent. Vous savez, je discutais tout dernièrement avec un acteur politique, je lui disais que aujourd'hui, nous n'avons plus le droit en tant que scientifique de dire que nous n'allons pas agir sur l'espace politique. L'histoire va nous poser des questions et nos enfants vont nous poser des questions. Pourquoi? Parce qu'il y a un système partisan. Ce qu'on avait n'était pas aussi cohérent pour qu'il y ait de la science dedans. Maintenant, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas d'opposition. Vous avez fait science autour de quoi? On ne faisait que du discours sur l'analyse du comportement du vote béninois, et comme ça. Mais aujourd'hui, on peut avoir des sociologues du libéralisme économique à visage humain qui travaillent dans le laboratoire du bloc républicain, qui réfléchit pour eux, qui leur sort des éléments et qui leur permet de faire face aux conflits, aux difficultés, aux crises, qui leur permet d'écrire les discours de société, tout et tout. On peut avoir la même chose dans chacun des chapelles aujourd'hui. Donc, je crois que il y a quand même il y a de l'espoir, et c'est pourquoi, encore une fois, je dis, chacun n'a qu'à prendre son stylo pour qu'on réécrive une nouvelle histoire. 30 secondes pour conclure cette émission, cette entrée. Tiens. Alors, ce que je veux dire pour conclure cet entretien, c'est deux choses essentielles. Première des choses, si une page ne se ferme pas, une autre ne peut jamais s'ouvrir. Si nous voulons vraiment tourner, rouvrir d'autres pages, il faut que vite le climat électoral, le discours sur les élections laisse la place au discours sur le développement. Deuxième chose, il ne faut pas croire que les opposants et autres qui ont des positions différentes sont des gens qu'il faut renier, mais ils font juste un appel à assistance, à un traitement, à une posologie qui va avec. Et pour ça, il faut rentrer dans leur jeu, il faut les accompagner, il faut accompagner toute la classe politique béninoise, où qu'on soit, pour que on puisse accompagner le Bénin dans la transition, dans cette maturité politique. Si nous refusons de faire ces deux choix-là, comme aime souvent le dire professeur Dodji à Mozouvi, si vous refusez le choix ou bien le prix pour des méthodes pour la paix, tentez l'isolement, tentez le refus d'agir et vous allez voir un peu ce que coûtent les crises, ce que coûte la guerre, ce que coûtent les conflits. Peut-être que on n'aura pas cette chance, heureusement on n'a pas cette chance-là de tenter ici la guerre, la paix ici pour voir ce que ça donne. Mais il vaut mieux prendre le chemin de là où on construit la paix que de prendre le chemin de là où on utilise le conflit pour obtenir la paix. La théorie qui dit qui veut la paix prépare la guerre n'est pas toujours la bonne. Parfois, à chaque niveau de maladie, son médicament. On n'est plus à l'étape préélectorale, on n'est plus dans les élections, on est dans le post-électoral et il faut des médicaments qui vont avec. Je vous remercie. Merci, c'était Jacques Aguiadaro, sociologue bien évidemment, on l'a dit en début de cette émission. Merci d'avoir accepté, opiné sur cette question-là de votre posture de sociologue. Ce n'était pas évident d'ailleurs, beaucoup rejettent l'appel. Merci beaucoup et à vous retrouver sans doute très prochainement dans d'autres débats pour essayer de donner l'avis sociologique tel qu'il est aussi clair dans les grands débats. Merci beaucoup et à dimanche prochain, amis téléspectateurs, pour un autre rendez-vous de Entretien de dimanche.